Bonjour à tous, aujourd'hui on finit le livre, donc on lit les 3 derniers chapitres qui nous restent. Je suis contente qu'enfin on termine et j'espère que ça ne sera pas sur la mauvaise note. Je ne sais pas l'issue de ce livre, je ne l'ai jamais lu, je le lis avec vous. On continue avec le chapitre 44. Dès qu'il fut sorti, Julien pleura beaucoup et pleura de mourir. Peu à peu, il se dit que si Madame de Rênal lui était à Besançon, il lui eût avoué sa faiblesse. Au moment où il regrettait le plus l'absence de cette femme adorée, il entendit le pas de Mathilde. Le pire des malheurs en prison, pensa-t-il, c'est de ne pouvoir fermer sa porte. Tout ce que Mathilde lui dit ne fit que l'irriter. Elle lui raconta que le jour du jugement, M. de Valmont ayant en poche sa nomination de préfet, il avait osé se moquer de M. de Frilair et se donner le plaisir de le condamner à mort. Quelle idée a eue votre ami, vient de me dire M. de Frilair, d'aller réveiller et attaquer la petite vanité de cette aristocratie bourgeoise. Pourquoi parler de caste? Il leur a indiqué ce qu'ils devaient faire dans leur intérêt politique. Ces nigauds n'y songeaient pas et étaient prêts à pleurer. Cet intérêt de caste est venu masquer à leurs yeux l'horreur de condamner à mort. Il faut avouer que M. Sorel est bien neuf aux affaires. Si nous ne parvenons à le sauver par les recours en grâce, sa mort sera une sorte de suicide. Mathilde n'eut garde de dire à Julien ce dont elle ne se doutait pas encore, c'est que l'abbé de Frilair voyait Julien perdu, croyait utile à son ambition d'aspirer à devenir son successeur. Presque hors de lui, à force de colère impuissante et de contrariété, allez écouter une messe pour moi, dit-il à Mathilde, et laissez-moi un instant de paix. Mathilde, déjà fort jalouse des visites de Madame de Rênal et qui venait d'apprendre à son départ, comprit à cause de l'humeur de Julien et fondit en larmes. Sa douleur était réelle. Julien le voyait et n'en était que plus irrité. Il avait un besoin impérieux de solitude. Et comment se la procurer? Enfin, Mathilde, après avoir essayé de tous les raisonnements pour l'attendrir, le laissa seul, mais presque au même instant, Fouqué parut. J'ai besoin d'être seul, dit-il à cet ami fidèle, et comme il le vit hésiter, je compose un mémoire pour mon recours en grâce. Du reste, fais-moi un plaisir, ne me parle jamais de la mort. Si, j'ai besoin de quelques services particuliers ce jour-là. Laisse-moi t'en parler le premier. Quand Julien se fut enfin procuré la solitude, il se trouva plus accablé et plus lâche qu'auparavant. Le peu de force qui restait à cette âme affaiblie avait été épuisé à déguiser son état à mademoiselle de la Mole et à Fouqué. Vers le soir, une idée le consola. C'est ce matin, dans un moment où la mort me paraissait si laide, on m'eût averti pour l'exécution. L'œil du public eût été aiguillon de gloire. Peut-être ma démarche eût-elle eu quelque chose d'apaisé, comme celle d'un fat timide qui entre dans un salon. Quelques gens clairvoyants, s'il y en est parmi ces provinciaux, eussent pu deviner ma faiblesse. Ma personne ne l'eût vue, et il se sentit délivré d'une partie de son malheur. Je suis un lâche en ce moment, se répéta-t-il en chantant, mais personne ne le saura. Un événement presque plus désagréable encore l'attendait pour le lendemain. Depuis longtemps, son père annonçait sa visite. Ce jour-là, avant le réveil de Julien, le vieux charpentier à cheveux blancs parut dans son cachot. Julien se sentit faible et il s'attendait aux reproches les plus désagréables. Pour achever de compléter sa pénible sensation, ce matin-là, il éprouvait vivement le remords de ne pas aimer son père. Le hasard nous a placés l'un près de l'autre, sur la terre, se disait-il pendant que le porte-clés arrangeait un peu le cachot. Et nous nous sommes fait à peu près tout le mal possible. Et vient au moment de ma mort me donner le dernier coup. Les reproches sévères du vieillard commencèrent dès qu'ils furent sans témoin. Julien ne put retenir ses larmes. Quelle indigne faiblesse, se dit-il avec rage. Il ira partout exagérer mon manque de courage. Quel triomphe pour les Valmont et pour tous les plats hypocrites qui règnent à Verrières. Ils sont bien grands en France, ils réunissent tous les avantages sociaux, jusqu'ici pouvaient au moins me dire. Ils reçoivent de l'argent, il est vrai, tous les honneurs s'accumulent sur eux. Mais moi, j'ai la noblesse du cœur, et voilà un témoin que tous croiront, et qui certifiera à tout Verrières, et en l'exagérant que j'ai été faible devant la mort.
J'aurais été un lâche dans cette épreuve que tous comprennent. Julien était près de désespoir. Il ne savait comment renvoyer son père. Et feindre de manière à tromper ce vieillard si clairvoyant se trouvait en ce moment tout à fait au-dessus de ses forces. Son esprit parcourait rapidement tous les possibles. J'ai fait des économies, s'écria-t-il tout à coup. Ce mot de génie changea la physionomie du vieillard et la position de Julien. Comment dois-je en disposer continua Julien plus tranquille. L'effet produit lui avait ôté tout sentiment d'infériorité. Le vieux charpentier brûlait du désir de ne pas laisser échapper cet argent, dont il semblait que Julien voulait laisser une partie à ses frères. Il parla longtemps et avec feu. Julien put être goguenard. Eh bien, le Seigneur m'a inspiré pour mon testament. Je donnerai 1000 francs à chacun de mes frères et le reste à vous. Fort bien, dit le vieillard, ce reste m'est dû. Mais puisque Dieu vous a fait la grâce de toucher votre cœur, si vous voulez mourir, un bon chrétien, il convient de payer vos dettes. Il y a encore des frais de votre nourriture et de votre éducation que j'ai avancés et auxquels vous ne songez pas. Voilà donc l'amour de père, se répétait Julien, l'âme navrée, lorsqu'enfin il fut seul. Bientôt parut le geôlier. Monsieur, après la visite des grands-parents, j'apporte toujours à mes hôtes une bouteille de bon vin de champagne. Cela est un peu cher, 6 francs la bouteille, mais cela réjouit le cœur. Apportez 3 verres, lui dit Julien, avec un empressement d'enfant, et faites entrer 2 des prisonniers que j'entends se promener dans le corridor. Le geôlier lui amena 2 galériens tombés en récidive et qui se préparaient à retourner au bagne. C'étaient des scélérats fort gais et réellement très remarquables par la finesse, le courage et le sang-froid. Si vous me donnez 20 francs, dit l'un d'eux à Julien, je vous conterai ma vie en détail. C'est du chez nous. Mais vous allez me mentir, dit Julien. Non, non pas, répondit-il. Mon ami que voilà et qui est jaloux de mes 20 francs me dénoncera si je dis faux. Son histoire était abominable. Elle montrait un cœur courageux où il n'avait plus qu'une passion, celle de l'argent. Après leur départ, Julien n'était plus le même homme. Toute sa colère contre lui-même avait disparu, la douleur atroce envenimée par la pusillanimité à laquelle il était en proie depuis le départ de Madame de Rênal s'était tournée en mélancolie. À mesure que j'aurais été moins dupe des apparences, se disait-il, j'aurais vu que les salons de Paris sont peuplés d'honnêtes gens tels que mon père, ou de coquins habiles tels que ces galériens. Ils ont raison, jamais les hommes de salon ne se lèvent le matin avec cette pensée poignante. Comment dirais-je? Ils vantent leur probité. Et appelés au jury, ils condamnent fièrement l'homme qui a volé un couvert d'argent parce qu'il se sentait défaillir de faim. Mais y a-t-il une cour? S'agit-il de perdre ou de gagner un portefeuille? Mes honnêtes gens de salon tombent dans des crimes exactement pareils à ceux que la nécessité de dîner a inspirés à ceux des galériens. Il n'y a point de droit naturel, ce mot n'est qu'une antique niaiserie bien digne de l'avocat général, qui m'a donné chasse l'autre jour, et dont l'aïeul fut enrichi par une confiscation de Louis XIV. Il n'y a de droit que lorsqu'il y a une loi pour défendre de faire telle chose, sous peine de punition. Avant la loi, il n'y a de naturel que la force du lion, ou le besoin de l'être qui a faim, qui a froid, le besoin en un mot. Non, les gens qu'on honore ne sont que les fripons qui ont eu le bonheur de n'être pas pris en flagrant délit. L'accusateur que la société lance après moi a été enrichi par une infamie. J'ai commis un assassinat, et je suis justement condamné, mais à cette seule action près, le Valnon qui m'a condamné est 100 fois plus nuisible à la société. Eh bien, ajouta Julien tristement, mais sans colère, malgré son avarice, mon père vaut mieux que tous ces hommes-là. Il ne m'a jamais aimé. Je viens combler la mesure en le déshonorant par une mort infâme. Cette crainte de manquer d'argent, cette vue exagérée de la méchanceté des hommes qu'on appelle avarice, lui fait voir un prodigieux motif de consolation et de sécurité dans une somme de 300 ou 400 louis que je puis lui laisser.
Un dimanche après dîner, il montrera son or à tous ses envieux de Verrières. À ce prix leur dira son regard, lequel d'entre vous ne serait pas charmé d'avoir un fils guillotiné. Cette philosophie pouvait être vraie, mais elle était de nature à faire désirer la mort. Ainsi se passèrent 5 longues journées. Il était poli et doux envers Mathilde, qui voyait exaspérée par la plus vive jalousie. Un soir, Julien songeait sérieusement à se donner la mort. Son âme était énervée par le malheur profond où il avait jeté le départ de Madame de Rênal. Rien ne lui plaisait plus, ni dans la vie réelle, ni dans l'imagination. Le défaut d'exercice commençait à altérer sa santé et à lui donner le caractère exalté et faible d'un jeune étudiant allemand. Il perdait cette mâle hauteur qui repousse par un énergique jour-mot certaines idées peu convenables dont l'âme des malheureux est assaillie. J'ai aimé la vérité. Où est-elle? Partout hypocrisie ou du moins charlatanisme, même chez les plus vertueux, même chez les plus grands, et ses lèvres prirent l'expression du dégoût. Non, l'homme ne peut pas se fier à l'homme. Madame de faisait une quête pour ces pauvres orphelins, me disait que le tel prince venait de donner 10 louis, mensonge. Mais que dis-je? Napoléon à Sainte-Hélène, pur charlatanisme, proclamation en faveur du roi de Rome. Grand Dieu, si un tel homme, et encore quand le malheur doit le rappeler sévèrement au devoir, s'abaisse jusqu'au charlatanisme, à quoi s'attendre du reste de l'espèce? Où est la vérité? Dans la religion. Oui, ajouta-t-il avec le sourire amer du plus extrême mépris. Dans la bouche des Maslon, des Frilair, des Castanède. Peut-être dans le vrai christianisme, dont les prêtres ne seraient pas plus payés que les apôtres ne l'ont été. Mais Saint Paul fut payé par le plaisir de commander, de parler, de faire parler de soi. Ah, s'il y avait une vraie religion, sot que je suis, je vois une cathédrale gothique, des vitraux vénérables. Mon cœur faible se figure le prêtre de ces vitraux. Mon âme le comprendrait, mon âme en a besoin. Je ne trouve qu'un fat avec des cheveux sales, aux agréments près, un chevalier de Beauvoisis. Mais un vrai prêtre, un Massillon, un Fénélon, Massillon, un Sacré du Bois. Les mémoires de Saint-Simon m'ont gâté Fénélon. Mais enfin un vrai prêtre. Alors les âmes tendres auraient un point de réunion dans le monde. Nous ne serions pas isolés. Ce bon prêtre nous parlerait de Dieu. Mais quel Dieu? Non celui de la Bible, petit despote cruel et plein de la soif de se venger, mais le Dieu de Voltaire, juste, bon, infini. Il fut agité par tous les souvenirs de cette Bible qu'il savait par cœur. Mais comment, dès qu'on sera trois ensemble, croire à ce grand nom de Dieu, après l'abus effroyable qu'en font nos prêtres? Vivre isolé, quel tourment! Je deviens fou et injuste, se dit Julien en se frappant le front. Je suis isolé ici dans ce cachot, mais je n'ai pas vécu isolé sur la terre. J'avais la puissante idée du devoir. Le devoir que je m'étais prescrit, à tort ou à raison, a été comme le tronc d'un arbre solide auquel je m'appuyais pendant l'orage. Je vacillais, j'étais agité. Après tout, je n'étais qu'un homme, mais je n'étais pas emporté. C'est l'air humide de ce cachot qui me fait penser à l'isolement. Et pourquoi être encore hypocrite en maudissant hypocrisie? Ce n'est ni la mort, ni le cachot, ni l'air humide, c'est l'absence de Madame de Rênal qui m'accable. Si à Verrières, pour la voir, j'étais obligée de vivre des semaines entières cachée dans les caves de sa maison, est-ce que je me plaindrais? L'influence de mes contemporains l'emporte, dit-il tout haut et avec un rire amer. Parlant seul avec moi-même à 2 pas de la mort, je suis encore hypocrite. Oh, au XIXe siècle, un chasseur tire un coup de fusil dans une forêt. Sa proie tombe. Il s'élance pour la saisir. Sa chaussure heurte une fourmilière, haute de 2 pieds, détruit l'habitation de fourmis. Sèment au loin les fourmis leurs œufs. Les plus philosophes parmi les fourmis ne pourront jamais comprendre ce corps noir, immense, effroyable. La botte du chasseur qui tout à coup a pénétré dans leur demeure avec une incroyable rapidité et précédé d'un bruit épouvantable, accompagné de gerbes d'un feu rougeâtre. Ainsi la mort, la vie, l'éternité, chose fort simple pour qui aurait les organes assez vastes pour le concevoir.
Une mouche éphémère née à 9 heures du matin dans les grands jours d'été. Pour mourir à 5 heures du soir, comment comprendrait-elle le mot nuit? Donnez-lui 5 heures d'existence de plus, et voit et comprend ce que c'est la nuit. Ainsi, moi, je mourrai avant 3 ans. Donnez-moi 5 années de vie de plus, pour vivre avec madame de Rênal. Il se mit à rire comme Méphistophèle. Quelle folie de discuter ces grands problèmes. Premier, je suis hypocrite comme s'il y avait là quelqu'un pour m'écouter. Deuxième, j'oublie de vivre et d'aimer, quand il me reste si peu de jours à vivre. Hélas, madame de Rênal est absente. Peut-être son mari ne la laissera plus revenir à Besançon et continuer à se déshonorer. Voilà ce qui m'isole, et non l'absence d'un Dieu juste tout-puissant, point méchant, point avide de vengeance. Ah, s'il existait, hélas, je tomberais à ses pieds. J'ai mérité la mort, lui dirais-je, mais grand Dieu, Dieu bon, Dieu indulgent, rends-moi celle que j'aime. La nuit était alors fort avancée. Après 1 heure ou 2 d'un sommeil paisible arriva Fouqué. Julien se sentait fort et résolu comme l'homme qui voit clair dans son âme. Et enfin, le dernier chapitre, 45. Je ne veux pas jouer à ce pauvre abbé chat Bernard le mauvais tour de le faire appeler, dit-il à Fouqué. Il n'en dînerait pas de 3 jours. Mais tâche de me trouver un janséniste, ami de M. Pérard et inaccessible à l'intrigue. Fouqué attendait cette ouverture avec impatience. Julien s'inquiéta avec décence de tout ce qu'on doit à l'opinion en Provence. Grâce à M. l'abbé de Frilair, et malgré le mauvais choix de son confesseur, Julien était dans son cachot le protégé de la congrégation. Avec plus d'esprit de conduite, il eût pu s'échapper. Mais le mauvais air du cachot produisait son effet, sa raison diminuait. Il n'en fut que plus heureux au retour de madame de Rênal. « Mon premier devoir est envers toi, lui dit-elle, en l'embrassant, je me suis sauvée de Verrières. » Julien n'avait point de petit amour-propre à son égard. Il lui raconta toutes ses faiblesses. Elle fut bonne et charmante pour lui. Le soir, à peine sortie de la prison, elle fit venir chez sa tante le prêtre qui s'était attaché à Julien comme à une proie, comme il ne voulait que se mettre en crédit auprès des jeunes femmes appartenant à la haute société de Besançon. Madame de Rênal l'engagea facilement à aller faire une neuvaine à l'abbaye de Bray-le-Haut. Aucune parole ne peut rendre l'excès et la folie de l'amour de Julien. À force d'or et en usant et abusant du crédit de sa tante, dévote, célèbre et riche, madame de Rênal obtint de le voir 2 fois par jour. À cette nouvelle, la jalousie de Mathilde s'exalta jusqu'à l'égarement. Monsieur de Frilair lui avait avoué que tout son crédit n'allait pas jusque braver toutes les convenances au point de lui faire permettre de voir son ami plus d'une fois chaque jour. Mathilde fit suivre madame de Rênal afin de connaître ses moindres démarches. Monsieur de Frilair épuisait toutes les ressources d'un esprit fort adroit pour lui prouver que Julien était indigne d'elle. Au milieu de tous ces tourments, elle ne l'en aimait que plus, et presque chaque jour elle lui faisait une scène horrible. Julien voulait à toute force être honnête homme jusqu'à la fin envers cette pauvre jeune fille qu'il avait si étrangement compromise, mais à chaque instant l'amour effréné qu'il avait pour madame de Rênal l'emportait. Comme par de mauvaises raisons, il ne pouvait venir à bout de persuader Mathilde de l'innocence des visites de sa rivale. Désormais la fin du drame doit être bien proche, se disait-il. C'est une excuse pour moi si je ne sais pas mieux dissimuler. Mademoiselle de la Mole apprit la mort du marquis de Croisenois. Monsieur de Thaler, cet homme si riche, s'était permis des propos désagréables sur la disparition de Mathilde. Monsieur de Croisenois alla le prier de les démentir. Monsieur de Thaler lui montra des lettres anonymes à lui adresser et remplies de détails rapprochés avec tant d'art qu'il fut impossible au pauvre marquis de ne pas entrevoir la vérité. Monsieur de Thaler se permit des plaisanteries dénuées de finesse. Ivre de colère et de malheur, monsieur de Croisenois exigea des réparations tellement fortes que le millionnaire préféra un duel. La sottise triompha, et l'un des hommes de Paris les plus dignes d'être aimé trouva la mort en moins de 24 ans. Cette mort fit une impression étrange et maladive sur l'âme affaiblie de Julien.
Le pauvre Croisenois, disait-il à Mathilde, a été réellement bien raisonnable et bien honnête homme envers nous. Il eût dû me haïr, hors de vos imprudences, dans le salon de madame votre mère, et me chercher querelle, car la haine qui succède au mépris est ordinairement furieuse. La mort de M. de Croisenois changea toutes les idées de Julien sur l'avenir de Mathilde. Il employa plusieurs journées à lui prouver qu'elle devait accepter la main de M. de Luz. C'est un homme timide, point trop jésuite, lui disait-il, et qui sans doute va se mettre sur les rangs. D'une ambition plus sombre et plus suivie que le pauvre Croisenois et sans duché dans sa famille, il ne fera aucune difficulté d'épouser la veuve de Julien Sorel. Et une veuve qui méprise les grandes passions, répliqua froidement Mathilde, car elle a assez vécu pour voir après 6 mois. Son amant lui préférait une autre femme, et une femme origine de tous leurs malheurs. Vous êtes injuste. Les visites de madame de Rênal fourniront des phrases singulières à l'avocat de Paris chargé de soins de sa victime. Cela peut faire effet et peut-être un jour vous me verrez le sujet de quelques mélodrames, etc., etc. Une jalousie furieuse et impossible à venger, la continuité d'un malheur sans espoir, car même en supposant Julien sauvé, comment regagner son cœur? La honte et la douleur d'aimer plus que jamais cet amant infidèle avaient jeté mademoiselle de la Mole dans un silence morne, et dont les soins empressés de M. de Frilair, pas plus que la rue de franchise de Fouquet, ne pouvaient la faire sortir. Pour Julien, excepté dans les moments usurpés par la présence de Mathilde, il vivait d'amour. Il sans presque songer à l'avenir. Par un étrange effet de cette passion, quand elle est extrême et sans feinte aucune, madame de Rênal partageait presque son insouciance à sa douce gaieté. Autrefois, lui disait Julien, quand j'aurais pu être si heureux pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. Au lieu de serrer contre mon cœur ce bras charmant qui était si près de mes lèvres, l'avenir m'a enlevé à toi. J'étais aux innombrables combats que j'aurais à soutenir pour bâtir une fortune colossale. Non, je serais mort sans connaître le bonheur si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. 2 événements vinrent retroubler cette vie tranquille. Le confesseur de Julien, tout janséniste qu'il était, ne fut point à l'abri d'une intrigue de jésuites, et à son insu devine leur instrument. Il vint lui dire un jour qu'à moins de tomber dans l'affreux péché de suicide, il devait faire toutes les démarches possibles pour obtenir sa grâce. Or le clergé ayant beaucoup d'influence au ministère de la Justice à Paris, un moyen facile se présentait, il fallait se convertir avec éclat. Avec éclat, répéta Julien. Ah, je vous y prends, vous aussi, mon père, joint la comédie comme un missionnaire. Votre âge, reprit gravement la janséniste, la figure intéressante que vous tenez de la Providence, le motif même de votre crime, qui reste inexplicable, les démarches héroïques que mademoiselle de la Mole prodigue en votre faveur, tout enfin jusqu'à l'étonnante amitié que montre pour vous votre victime, tout a contribué à vous faire le héros des jeunes femmes de Besançon. Elles ont tout oublié pour vous, même la politique. Votre conversion retentirait dans leur cœur et laisserait une impression profonde. Vous pouvez être d'une utilité majeure à la religion, et moi j'hésiterais par la frivole raison que les jésuites suivraient la même marche en pareille occasion. Ainsi même, dans ce cas particulier qui échappe à leur rapacité, ils nuiraient encore. Qu'il n'en soit pas ainsi. Les larmes que votre conversion fera répandre annuleront l'effet corrosif de 10 éditions des œuvres impies de Voltaire. Et que me resterait-il, répondit froidement Julien, si je me méprise moi-même? J'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer, alors j'ai agi suivant les convenances du temps. Maintenant je vis au jour le jour, mais à vue de pays, je me ferais fort malheureux, si je me livrais à quelque lâcheté. L'autre incident qui fut bien autrement sensible à Julien vint de madame de Rênal. Je ne sais quelle amie intrigante était parvenue à persuader à cette âme naïve et si timide qu'il était de son devoir de partir pour Saint-Cloud et d'aller se jeter aux genoux du roi Charles X.
Elle avait fait le sacrifice de se séparer de Julien après un tel effort, le désagrément de se donner à un spectacle qui, en d'autres temps, lui eût semblé pire que la mort, n'était plus rien à ses yeux. J'irai au roi, j'avouerai hautement que tu es mon amant. La vie d'un homme et d'un homme tel que Julien doit l'emporter sur toutes les considérations. Je dirai que c'est par jalousie que tu as attente à ma vie. Il y a de nombreux exemples de pauvres gens sauvés dans ce cas par l'humanité de Jury ou celle du roi. Je cesse de te voir, je te fais fermer ma prison, s'écria Julien. Eh bien certainement le lendemain je me tue de désespoir si tu ne me jures de ne faire aucune démarche qui nous donne tous les deux un spectacle public. Cette idée d'aller à Paris n'est pas de toi. Dis-moi le nom d'intrigante qui te l'a suggéré. Soyons heureux pendant le petit nombre de jours de cette courte vie. Cachons notre existence, mon crime n'est que trop évident. Mademoiselle de la Mole a tout crédit à Paris. Crois bien qu'elle fait ce qui est humainement possible. Ici en Provence, j'ai contre moi tous les gens riches et considérés. Ta démarche aigrirait encore ces hommes riches et surtout modérés, pour qui la vie est chose si facile. N'apprêtons point à rire au Maslon, au Valnon et à 1000 gens qui valent mieux. Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature. Et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. Allons, tout va bien, se dit-il. Je ne manque point de fermeté. Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy se peignaient en foule à sa pensée avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation. L'avant-veille, il avait dit à Fouqué pour de l'émotion « Je ne puis en répondre. Ce cachot si laid, si humide, me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas, mais de la peur. Non, on ne me verra point pâlir. » Il avait pris ses arrangements d'avance pour que, le matin du dernier jour, Fouqué enlevât Mathilde et madame de Rênal. « Amène-les dans la même voiture, lui avait-il dit. Arrange-toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre, ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. Julien avait exigé de madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. Qui sait, peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort, disait-il un jour à Fouqué. J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine Verrières. Plusieurs fois, je te l'ai conté, retiré la nuit dans cette grotte et ma vue plongeant au loin sur les plus riches provinces de France. L'ambition enflammait mon cœur, alors c'était ma passion. Enfin, cette grotte m'est chère, et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit située d'une façon à faire envie à l'âme d'un philosophe. Eh bien, ces bons congréganistes de Besançon font argent de tout. Si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. Fouqué réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre, auprès du corps de son ami, lorsqu'à sa grande surprise y vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant, elle avait laissé à 10 lieues de Besançon. Elle avait le regard et les yeux égarés. « Je veux le voir, lui dit-elle. » Fouqué n'eut pas le courage de parler ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher. Là était enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux. Le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouqué détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouqué eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre devant elle la tête de Julien et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qui s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière et à l'insu de tout,
de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivée ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes de Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célèbrent le service des morts. Tous les habitants de petits villages de montagne traversés par le convoi l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux, en longs vêtements de deuil, et à la fin du service leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouquet, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouquet faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre, sculpté à grands frais en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. Voilà, c'était difficile de lire la fin, même je vous avoue que si je pouvais me calmer et de relire la prochaine fois, ça serait toujours pareil. C'est très émouvant, c'est très difficile ce livre. Je vous remercie énormément pour votre attention et désolée pour des petits craquages parce que c'est vraiment pas facile de lire, surtout à voix haute. Je suis très sensible et je pleure souvent devant les livres assez sentimentaux. Donc commentaire à la fin de ce livre. Je peux vous dire en fait qu'il était très intéressant, surtout à partir du milieu, parce qu'au départ, bon, c'était un petit peu long pour moi. Commentaire par Delito. Donc à la fin, on va retrouver les commentaires. Par exemple, la notice biobibliographique. Et là, on raconte un petit peu d'histoire. Par exemple, là, en juin 1800, il part pour l'Italie à la suite de l'armée de réserve, etc. Enfin bon, voilà, 1, 2, 3. Il y a des petits commentaires par-ci, par-là que vous rencontrez dans le livre, en fait. Ensuite, vous avez le tableau chronologique qui peut-être vous aide un petit peu mieux à suivre le livre. Donc, 1828, vous avez les dates... Par exemple, 4 janvier, ministère Martignac, 23 février, exécution à Grenoble d'Antoine Berthet, Mérimée publie La Jacquerie, etc. Là, vous en avez d'autres, 1830, c'est à chaque fois par année et par date. Et ensuite, on va, le livre et son public. Donc là, c'est ce que pense le public, je pense, de ce livre, mais je pense qu'on ne va pas lire ça. C'est comment Stendhal travaillait. C'est si vous êtes intéressé, ben... Je vous invite à lire ce livre. Réminiscence autobiographique. Ensuite, Stendhaliana. Là, c'est des petites phrases. Voilà, les tables de matière. Avec plusieurs chapitres, je me suis fait, voyez, des petites pinces-bêtes pour lire par jour. C'était la série classique de livres de poche. Voilà, là, vous avez pour combien 2 pages, le livre et son public, et puis 1 page et demie comment Stendhal travaillait. C'était 3 petits chapitres. Donc le premier, c'est les commentaires, et puis ça continue dans les commentaires, mais ceux qui pensent public, et puis comment elle travaillait. Je pense que je les lirai pour moi, mais enfin bon, je pense pas que ça vous intéresserait plus que ça. Voilà, en tout cas, on a accompli notre mission. On avait terminé ce livre qui était un petit peu long à lire puisqu'il n'est pas facile du tout à lire, surtout à haute voix, surtout par une personne qui n'a pas... Donc, c'est pas ma langue maternelle, hein, donc faut le savoir. Je pense mettre ce livre en vente puisqu'on en a un double, en fait, on en a un autre. Celui de mon copain, et on va garder plutôt son livre et pas celui-ci qui m'a été offert, donc voilà, je vais le mettre en vente. Si vous êtes intéressé, il y aura en barre d'infos les sites sur lesquels je vais le vendre. Ça sera surtout je pense Le Bon Coin et Vinted. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si ça existera toujours, vous pourriez l'acheter s'il ne sera pas vendu d'ici là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que vous avez apprécié cette longue lecture de plusieurs mois. Je pense faire de même avec d'autres livres de classiques, bien évidemment.
Et je pense faire des lectures, surtout peut-être sur ma liseuse, à tester si ça va bien aller. Ce qui est bien en fait sur la liseuse, c'est qu'on place juste la liseuse, on a une page devant nous et on n'a pas vous voyez, ce pli à chaque fois quand on déplie le livre, et ça ne vous gênera pas aussi pour votre lecture également. Et ça sera également plus facile pour moi à tenir, et pas tenir directement, mais mettre juste sur la table ma liseuse. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, cette idée, et puis on continuera par la suite. J'ai aussi quelques petites idées concernant les cours de russe, bon ça va venir avec le temps, et peut-être d'autres idées concernant d'autres langues. Voilà. Mais sachez que je n'ai pas oublié que c'est ma chaîne de langue avant tout, mais la lecture en fait une grosse partie également. Vous allez retrouver l'avis sur ce livre et d'autres livres que j'ai lus entre-temps pendant le confinement dans une des prochaines vidéos. Donc je vous invite à la voir. Voilà, sur ce, à très bientôt et bonne lecture à toutes et à tous. Ciao.